une cargaison de carburant part d'une raffinerie du sud algérien en direction du Niger. Rien, à première vue, ne semble mériter qu'on s'y arrête. Ce n'est pas une découverte de gisement. Ce n'est pas un sommet diplomatique. Ce n'est pas une annonce militaire. C'est simplement du kérosène. Du carburant pour avion, transporté d'un pays à un autre. Et pourtant, si l'on regarde d'un peu plus près qui envoie ce carburant, d'où il part, vers qui il va, et surtout pourquoi ce moment précis a été choisi, cette livraison qui semble anodine commence à raconter une toute autre histoire. Une histoire qui parle d'influence, de dépendance, de rapports de force silencieux, et de la manière dont un pays peut, sans jamais tirer un coup de feu, redessiner sa place dans une région entière. Dans les prochaines minutes, nous allons voir pourquoi ce simple chargement de jet à un destiné au Niger dépasse largement le cadre d'une transaction commerciale, comment il révèle une stratégie algérienne bien plus ambitieuse que ce que les communiqués officiels laissent entendre, et ce que cela pourrait signifier pour l'équilibre des puissances au Sahel dans les années à venir. Commençons par les faits, car c'est toujours par là qu'il faut commencer avant de chercher à comprendre ce qu'ils signifient. Sonatrach, la compagnie pétrolière et gazière algérienne, vient d'annoncer le début de ses premières livraisons effectives de carburant aviation, le GA1, vers le Niger. Ce carburant ne vient pas de nulle part. Il provient de la raffinerie d'Adrar, connue sous le code RA1D, une installation située dans le Grand Sud algérien, à quelques centaines de kilomètres seulement de la frontière nigérienne. Cette opération découle d'un accord de vente et d'achat conclu entre Sonatrach et la Société pétrolière nationale du Niger, la SONIDEP. Ce n'est donc pas une initiative isolée ou improvisée. C'est l'aboutissement d'un processus entamé plus tôt cette année, lorsque Naftal, la filiale de distribution de Sonatrach, avait déjà entamé des discussions avec son homologue nigérien autour de plusieurs produits pétroliers, le butane, l'essence, et déjà, ce même G1. Pourquoi est-ce que cela mérite qu'on s'y attarde ? Parce qu'il existe une différence fondamentale entre vendre du pétrole brut ou du gaz naturel, et vendre un produit raffiné. Le brut, c'est de la matière première. On l'extrait, on le vend, et c'est un autre pays qui le transforme, qui capte la valeur ajoutée, qui développe l'industrie autour de lui. Le produit raffiné, lui, c'est différent. C'est le résultat d'un savoir-faire industriel, d'infrastructures de transformation, d'une chaîne logistique capable d'acheminer un produit sensible et standardisé jusqu'à des installations aéroportuaires étrangères. Vendre du G1 à un pays voisin, ce n'est pas seulement vendre de l'énergie. C'est démontrer une capacité industrielle. C'est aussi, et c'est peut-être le point le plus important, devenir un maillon indispensable du fonctionnement quotidien d'un secteur stratégique pour ce pays, son secteur aérien. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi l'Algérie choisit-elle ce moment précis pour transformer une coopération encore théorique en flux commercial réel ? Pour comprendre cela, il faut regarder ce qui se passe au Niger depuis quelques années. Depuis le changement de pouvoir survenu à Niamey, le pays a profondément reconfiguré ses alliances extérieures. Les partenaires occidentaux traditionnels ont vu leur influence reculer. De nouveaux acteurs sont apparus, ou ont vu leur présence se renforcer, dans les domaines militaires, sécuritaires et parfois énergétiques. Dans ce contexte de recomposition, un pays voisin, culturellement proche, qui partage une frontière directe avec le Niger, et qui dispose déjà d'une industrie énergétique développée, se retrouve dans une position particulièrement favorable pour combler certains vides laissés par le retrait d'autres partenaires. L'Algérie n'a pas besoin de convaincre le Niger de son sérieux ou de sa fiabilité à travers de grands discours. Elle peut simplement livrer. Et livrer, dans un contexte où d'autres fournisseurs se sont retirés ou sont devenus moins disponibles, cela vaut plus que n'importe quelle déclaration d'amitié. Voici la première conséquence de cette opération, et elle concerne directement l'Algérie elle-même. Pendant des décennies, l'économie algérienne a été construite autour de l'exportation d'hydrocarbures bruts et de gaz naturel, principalement vers l'Europe. C'est un modèle qui a apporté des recettes considérables, mais qui a aussi rendu le pays extrêmement dépendant d'un nombre limité de clients et d'un nombre limité de produits. Ce que cette livraison de GA1 vers le Niger montre, c'est une tentative, encore modeste mais réelle, de diversifier à la fois les produits exportés et les marchés visés. Ce n'est plus seulement du gaz vers l'Europe. C'est désormais du carburant raffiné vers l'Afrique de l'Ouest. Et cette diversification n'est pas anodine, parce qu'elle ouvre la porte à un rôle différent pour l'Algérie, non plus seulement un fournisseur d'énergie brute pour les puissances industrialisées du Nord, mais un acteur énergétique régional capable de répondre aux besoins concrets de ses voisins immédiats. La deuxième conséquence concerne la relation entre l'Algérie et le Niger elle-même. Une livraison de carburant aviation n'est jamais un événement isolé.
C'est un engagement qui suppose une continuité. Un aéroport qui commence à s'approvisionner auprès d'un fournisseur a besoin de régularité, de fiabilité, de contrats renouvelés. Autrement dit, cette première livraison a vocation à en appeler d'autres. Et à mesure que ces livraisons se répètent, se structurent, s'accompagnent peut-être d'infrastructures de stockage, de nouveaux accords sur d'autres produits comme le butane ou l'essence déjà évoqués en amont, une dépendance technique commence à s'installer, dans un sens qui profite à l'Algérie. Ce n'est pas de la coercition. C'est simplement la logique de toute relation commerciale stratégique, celui qui fournit un besoin essentiel de manière fiable devient, avec le temps, difficile à remplacer. Maintenant, élargissons le regard, parce qu'une décision qui concerne l'Algérie et le Niger ne se joue jamais uniquement entre l'Algérie et le Niger. Le Sahel, depuis plusieurs années, est devenu un espace où se croisent de nombreux intérêts extérieurs. La France a vu sa présence historique se réduire fortement dans plusieurs pays de la région. La Russie, à travers différents canaux, a renforcé sa présence sécuritaire dans certains États sahéliens. Les États-Unis observent attentivement l'évolution de la région, notamment pour des questions de sécurité et de lutte contre les groupes armés. La Chine, de son côté, poursuit une stratégie d'investissement à long terme dans les infrastructures africaines. Dans ce paysage déjà complexe, l'Algérie occupe une position particulière. Elle n'est ni une ancienne puissance coloniale cherchant à revenir, ni une puissance extracontinentale projetant son influence de loin. Elle est un voisin direct, avec une frontière commune, une histoire commune, et une capacité industrielle réelle. Cela lui donne une forme de légitimité et de proximité que ni Paris, ni Moscou, ni Washington ne peuvent revendiquer de la même manière. Cela ne signifie pas que l'Algérie cherche à remplacer ces acteurs ou à s'opposer frontalement à eux. Sa diplomatie a toujours privilégié la prudence et le non-alignement plutôt que la confrontation ouverte. Mais dans un contexte où le Niger diversifie précisément ses partenaires pour ne plus dépendre d'un seul, chaque nouveau fournisseur fiable devient un point d'appui supplémentaire pour Niamey, et un point d'ancrage supplémentaire pour Alger. Voici d'ailleurs un paradoxe qui mérite qu'on s'y arrête, plus le Niger cherche à réduire sa dépendance envers ses anciens partenaires, plus il a besoin de nouveaux partenaires fiables, et plus ces nouveaux partenaires, à commencer par l'Algérie, gagnent en influence réelle sur son fonctionnement quotidien. La diversification recherchée par un pays peut, presque mécaniquement, renforcer la position de celui qui vient combler le vide. Regardons maintenant qui gagne et qui pourrait, à terme, y perdre quelque chose dans cette configuration. L'Algérie gagne un débouché commercial pour ses produits raffinés, une influence économique croissante au Sahel, et une image de partenaire énergétique fiable dans un moment où la fiabilité, justement, est devenue une denrée rare dans la région. Le Niger gagne un accès à un fournisseur proche, réactif, moins soumis aux aléas géopolitiques que certains partenaires plus lointains, ce qui lui permet de sécuriser un secteur aussi sensible que l'aviation. Sonatrach, en tant qu'entreprise, gagne un nouveau marché à un moment où elle cherche justement à démontrer qu'elle n'est pas uniquement une compagnie d'hydrocarbures bruts, mais un groupe énergétique complet, capable de raffiner, de transformer et de distribuer. Quant à ceux qui pourraient y perdre quelque chose, ce sont surtout les fournisseurs traditionnels qui, historiquement, couvraient une partie des besoins énergétiques du Niger et qui voient aujourd'hui un acteur régional s'installer plus durablement sur ce marché. Il serait cependant malhonnête de présenter cette opération comme une victoire stratégique déjà acquise pour l'Algérie. Il faut, à ce stade, regarder les choses avec plus de nuances. D'abord, il s'agit pour l'instant d'une première livraison. Une opération commerciale ponctuelle ne constitue pas encore une position dominante durable. Pour que cette relation devienne réellement structurante, il faudra des volumes croissants, une régularité dans le temps, et probablement des investissements complémentaires en matière de logistique et de stockage des deux côtés de la frontière. Ensuite, la situation sécuritaire et politique au Sahel reste profondément instable. Un pays qui investit dans une relation énergétique avec le Niger prend aussi le risque des incertitudes propres à cette région, instabilité institutionnelle, tensions frontalières, difficultés logistiques, ou évolution politique rapide qui pourrait redistribuer à nouveau les cartes. Enfin, il faut rappeler que l'Algérie elle-même doit gérer ses propres capacités de raffinage, qui restent limitées par rapport à ses ambitions. Exporter davantage de produits raffinés suppose de pouvoir, en parallèle, continuer à satisfaire les besoins intérieurs, ce qui n'est pas toujours simple dans un pays où la demande domestique en carburant continue de croître. Il existe également une autre manière de lire cet événement, plus sceptique, qu'il serait malhonnête d'ignorer. Certains observateurs pourraient considérer que cette livraison reste, pour l'instant, un geste avant tout symbolique, destiné à démontrer une volonté politique de coopération renforcée entre Alger et Niamey, plus qu'un véritable tournant économique.
Une seule opération de livraison de GA1, aussi significative soit-elle sur le plan diplomatique, ne représente encore qu'une fraction marginale des besoins énergétiques globaux du Niger. Le risque, pour quiconque analyse ce type d'annonce, est de surestimer sa portée immédiate et de la transformer artificiellement en preuve d'une influence algérienne déjà consolidée au Sahel, alors qu'il s'agit en réalité d'un point de départ, pas d'un aboutissement. Ce que les faits permettent réellement d'affirmer aujourd'hui, c'est qu'un mécanisme concret de coopération énergétique existe désormais entre les deux pays, et qu'il repose sur une base opérationnelle réelle, non plus seulement déclarative. Ce que l'avenir dira, c'est si ce mécanisme se développe, se répète, et se densifie, ou s'il reste un épisode isolé. Pour l'Algérie, l'enjeu dépasse largement le seul cas du Niger. Ce type d'opération s'inscrit dans une logique plus large de repositionnement énergétique vers le continent africain, à un moment où les rapports avec certains partenaires européens traditionnels connaissent des évolutions plus complexes, marquées par des négociations sur les prix, des questions de diversification énergétique européenne, et une concurrence accrue entre fournisseurs de gaz naturel liquéfié venus d'autres régions du monde. Développer des débouchés africains, notamment auprès de voisins directs comme le Niger, le Mali ou d'autres pays de la bande sahélo-saharienne, permet à l'Algérie de ne pas dépendre uniquement du marché européen, tout en construisant une sphère d'influence économique dans une région où sa position géographique et historique lui donne un avantage naturel que peu d'autres acteurs peuvent revendiquer. Que pourrait-il se passer dans les mois et les années à venir? Plusieurs scénarios sont envisageables, et aucun d'entre eux n'est certain. Le premier scénario est celui d'une intensification progressive, les livraisons de GA1 se multiplient, s'accompagnent d'accords similaires sur d'autres produits comme le butane et l'essence déjà évoqués, et débouchent, à terme, sur des investissements conjoints dans des infrastructures de stockage ou de distribution au Niger. Ce scénario ferait de l'Algérie un fournisseur énergétique structurant pour son voisin du Sud. Le deuxième scénario est celui d'une stagnation, la coopération reste limitée à quelques opérations ponctuelles, sans jamais atteindre l'échelle nécessaire pour véritablement transformer les équilibres régionaux, en raison de contraintes logistiques, financières, ou d'un manque de suivi politique. Le troisième scénario, plus incertain, dépend directement de l'évolution politique et sécuritaire du Niger lui-même. Une instabilité accrue pourrait compliquer, voire interrompre, ce type de coopération, quelle que soit la volonté initiale des deux parties. Le quatrième scénario, enfin, verrait d'autres puissances régionales ou internationales chercher à concurrencer directement cette position algérienne, en proposant au Niger des conditions plus favorables ou des partenariats plus larges, ce qui obligerait Alger à consolider rapidement ce qu'elle vient d'initier pour ne pas perdre l'avantage du premier arrivé. Pour savoir dans quelle direction cette histoire évolue réellement, plusieurs indicateurs méritent d'être surveillés attentivement dans les mois qui viennent. D'abord, la fréquence et le volume des prochaines livraisons de GA1 entre l'Algérie et le Niger. Une opération ponctuelle qui ne se répète pas raconte une histoire très différente d'un flux régulier qui s'installe dans la durée. Ensuite, l'évolution des discussions autour du butane et de l'essence évoquées depuis le mois de mai, qui indiqueront si la coopération énergétique s'élargit véritablement au-delà du seul carburant aviation. Il faudra aussi observer si de nouveaux accords, cette fois sur des infrastructures physiques comme des capacités de stockage ou des postes frontaliers dédiés, viennent consolider cette relation. Enfin, il sera utile de suivre les réactions, ou l'absence de réaction, des autres acteurs présents dans la région, car leur silence ou, au contraire, leur volonté de proposer des alternatives au Niger, en dira long sur la manière dont cette avancée algérienne est perçue ailleurs. Revenons, pour conclure, à notre point de départ. Une cargaison de kérosène quittant une raffinerie du sud algérien pour rejoindre un aéroport nigérien. Prise isolément, cette information tient en une phrase et semble à peine mériter un article. Mais en la replaçant dans son contexte, en interrogeant son timing, ses acteurs, et ses implications régionales, elle raconte une histoire beaucoup plus vaste, celle d'un pays qui cherche à transformer sa puissance énergétique brute en influence régionale durable, dans une région du monde où les alliances se redessinent plus vite qu'on ne le pense, et où la fiabilité d'un fournisseur peut parfois peser plus lourd que n'importe quel discours diplomatique. Alors, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si cette livraison de carburant est importante en elle-même. Elle est de savoir ce qu'elle annonce. L'Algérie est-elle simplement en train de saisir une opportunité commerciale ponctuelle au Niger, ou est-elle en train de poser, discrètement mais méthodiquement, les fondations d'une influence énergétique durable sur l'ensemble du Sahel?